Bonjour et bienvenue dans cette émission de Web Radio préparée par les élèves de seconde gestion administration du lycée Edmond Rostand à Marseille. Nous avons réalisé une série de papiers journalistiques sur différents sujets liés à la citoyenneté. Cette émission a été réalisée entre mars et mai 2016 avec l'équipe de l'atelier Média. Nous sommes tous des citoyens, mais savons-nous vraiment ce qu'est la citoyenneté? D'où vient l'idée de citoyenneté? Et que permet-elle concrètement? Réponse d'Alexandre Murassouli. La citoyenneté est le statut juridique qui permet à un individu d'être citoyen. Elle donne accès à la nationalité française et à l'ensemble des droits civiques et politiques comme le droit de vote et le droit d'éligibilité par exemple. Mais la citoyenneté est aussi un statut de liberté, liberté d'opinion, liberté de réunion et liberté d'association. Bien que la citoyenneté se définisse comme la participation à la vie de la cité, chaque citoyen choisit de participer ou non à la vie publique. La citoyenneté en France a une longue histoire. De nombreux auteurs évoquent ainsi la Grèce antique où la citoyenneté désignait l'appartenance au corps politique souverain qui discutait et votait les lois gouvernant la cité. D'autres auteurs mentionnent le droit romain dans lequel la citoyenneté se référait à l'existence d'un ensemble de droits et de protection des individus. La liberté du citoyen a été affirmée solennellement dès la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle signifie que toute personne est libre de penser comme elle l'entend, d'affirmer des opinions contraires à celles de la majorité et de les exprimer. La déclaration précise d'ailleurs que cette liberté d'opinion s'étend à la liberté religieuse, chacun étant libre d'adopter la religion de son choix ou d'en adopter aucune. Les droits des citoyens n'ont pas empêché des atteintes à cette liberté comme pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le régime de Vichy. Sous occupation allemande, la loi de 1940 réformait le droit de la nationalité et permettait la déchéance de nationalité, c'est-à-dire la perte de la nationalité française, installant ainsi une législation considérée dès la fin de la guerre en 1945 comme raciste, xénophobe et antisémite. L'histoire nous montre que la notion de citoyenneté est en construction permanente. Mais aujourd'hui, les citoyens peuvent plus que jamais faire vivre leur citoyenneté grâce notamment aux nouveaux moyens de communication comme les réseaux sociaux. Un atout de plus pour la liberté citoyenne. Alexandre Murassouli pour l'atelier Média. On entend souvent parler dans l'actualité de civisme. Mais en quoi consiste exactement le civisme? Soumia Ogaz va nous aider à mieux comprendre. Le civisme est une des valeurs qui composent la citoyenneté avec la civilité et la solidarité. La civilité concerne le respect des citoyens entre eux, dans les échanges de la vie privée, comme la politesse par exemple, alors que le civisme concerne la vie publique, la vie collective. Le civisme est défini comme le respect des lois et des règles en vigueur tout en ayant conscience de ses devoirs envers la société. Le civisme est un comportement de respect, d'attachement et de dévouement du citoyen pour son pays, pour sa région ou pour sa commune. Il y a plusieurs niveaux de civisme. Pour faire simple, le civisme commence au premier niveau, dans des gestes simples de la vie quotidienne. Quand nous veillons à trier et à jeter nos ordures au bon endroit ou que nous évitons de stationner illégalement sur une place réservée aux personnes ayant un handicap, c'est une forme de civisme. À une autre échelle, quand je vais voter à une élection ou que je règle mes impôts, je fais preuve de civisme. Enfin, en m'engageant en tant que dirigeant d'association, pompier volontaire ou maire d'une commune, j'applique le principe du civisme en œuvrant pour la société. Si le civisme est un comportement moral, il implique le respect des droits des autres citoyens sur le plan juridique. Des droits identiques à ses propres droits. C'est ce que défend l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle établit que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Un citoyen qui fait preuve de civisme n'agit donc pas pour son intérêt particulier. Le civisme implique de renoncer en partie à sa liberté individuelle en agissant pour l'intérêt général et le bien collectif. Ogaz Soumia pour l'atelier Média. En matière d'égalité des citoyens, la loi française est très claire. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Cette mention concerne l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais qu'en est-il réellement dans la vie quotidienne? Les citoyens sont-ils égaux? Élément de réponse avec Léa Loussif et Katia Ribeiro. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Même si la loi dit que tous les citoyens naissent égaux en France, dans les faits, il existe encore des inégalités sexistes, discriminatoires et même racistes.
racistes. Quelques chiffres témoignent de l'inégalité hommes-femmes dans le travail. D'après le site journal du Net, 3 femmes sur 4 gagneraient moins bien leur vie que leur conjoint. À compétence égale, une femme serait payée 25% de moins qu'un homme. 80% des emplois à temps partiel seraient occupés par des femmes. En matière de discrimination et d'harcèlement, le constat est tout aussi inquiétant. Toujours selon le journal du Net, une femme sur 5 affirme avoir connu une situation d'harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Même s'il est plus difficile d'avoir des chiffres, il existe toujours des discriminations à l'embauche sur des critères que condamne la loi, comme la couleur de peau, les origines ou l'apparence physique. D'après quelques témoignages anonymes trouvés sur plusieurs sites d'information, des demandeurs d'emploi, notamment des femmes, affirment ne pas trouver de travail en raison de leur situation familiale, de leurs problèmes de santé ou de leur grossesse. La lutte contre les inégalités, c'est l'affaire de tous, à commencer par les pouvoirs publics qui veillent au respect et à l'application de la loi. Des campagnes de communication sont régulièrement mises en œuvre dans les médias pour informer le grand public et dénoncer les comportements racistes, discriminatoires ou sexistes. Ces spots télé, radio, web et cinéma sont associés généralement à un numéro de téléphone gratuit par lequel on peut témoigner anonymement, avoir des conseils précis et même obtenir de l'aide juridique ou sociale d'urgence. Certaines associations agissent pour identifier des inégalités au travail, dans les lieux de loisirs ou dans les médias. Certaines organisent par exemple des opérations de testing. Le testing consiste à vérifier que l'entrée dans une boîte de nuit ou le recrutement à un emploi s'effectue sur d'autres critères que ceux liés au physique, aux origines, au sexe ou au nom ou à l'adresse. Les efforts entrepris ne suffisent pas. La loi ne pourra pas tout régler car il s'agit bien de comportements humains. Tous les citoyens ont donc leur responsabilité dans cette lutte contre les inégalités dans la société française à l'origine des droits de l'homme. Léa Loussif et Katia Ribeiro pour l'Atelier Média. Si nous sommes tous des citoyens, il y a plusieurs façons de vivre sa citoyenneté tout au long de sa vie d'adulte. On entend souvent parler d'engagement citoyen. Mais comment le citoyen peut-il s'engager dans la société ? Que peut-il faire dès l'âge de 18 ans ? Explication de Moudrik Assoumani. Tout au long de sa vie, le citoyen peut s'engager de différentes manières et dans différents domaines. Souvent considéré comme le premier devoir du citoyen, le vote n'est pas obligatoire mais indispensable si l'on veut participer à la vie de la société. Chaque citoyen français peut voter pour les élections locales, régionales, nationales et européennes. Il faut être inscrit sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans à la mairie de son lieu d'habitation. Le citoyen peut aussi s'engager en politique en adhérant à un parti à condition d'être en accord avec ses idées et son programme. Il devient ce qu'on appelle un militant. Plus ou moins actif, il peut participer à la vie du parti ou seulement assister aux réunions et aux meetings politiques. En parallèle de son activité professionnelle, un citoyen peut s'engager dans un syndicat. Il assure la défense collective et individuelle des salariés et de leurs intérêts au niveau national mais aussi à l'échelle de l'entreprise. Autre engagement possible d'un citoyen, le monde associatif. Une association est un groupement de personnes volontaires et réunies parce qu'elles ont un objectif commun comme animer un club de sport ou un club de musique, défendre une cause comme les Restos du Cœur par exemple ou organiser un festival. Le citoyen donne de son temps sans être rémunéré. Il est ce qu'on appelle un bénévole qui aide et participe à la vie de l'association. Le citoyen peut aussi s'engager dans l'armée ou auprès d'une ONG, une organisation non gouvernementale. Les ONG sont autonomes et indépendantes des gouvernements. Elles participent à la résolution de conflits et de situations de crise souvent sur le plan international. Œuvrant pour la paix et un monde meilleur, les ONG défendent des grandes causes internationales comme la lutte contre la pauvreté, la faim dans le monde, l'illettrisme ou bien encore les problèmes environnementaux. Ce sont quelques exemples d'engagement qui permettent à chacun de devenir citoyen responsable et actif pour la société. Moudrik Assoumani pour l'Atelier Média. En France, les droits du citoyen s'appliquent progressivement dès sa naissance, mais en dehors de la liberté de pensée, d'opinion et d'expression propre à chaque individu. Quels sont les véritables droits du citoyen avant l'âge de 18 ans ? Réponse Nermine Ragheb. Chaque citoyen français est reconnu comme indépendant dès l'âge de 18 ans. C'est l'âge de la majorité en France. Pourtant, avant 18 ans, les mineurs bénéficient déjà d'une certaine autonomie, même si l'accord des parents ou de leur tuteur est souvent nécessaire. Voici quelques exemples parfois peu connus. Dès l'âge de 12 ans, un mineur peut s'opposer seul à un adulte qui souhaite souscrire une assurance vie à son nom sans son accord alors même qu'il est mineur. Avec l'accord des parents ou du tuteur, il peut ouvrir un compte bancaire réservé aux jeunes et détenir une carte bancaire pour effectuer des paiements. Il peut également voyager seul en train ou en avion sur des vols nationaux, toujours avec l'accord parental. Dès l'âge de 13 ans, un mineur a d'autres droits en France. Il peut accepter ou refuser son adoption par une famille, son changement de nom ou de prénom. Il peut refuser l'acquisition de la nationalité française réclamée en son nom par des adultes s'il est né en France de parents étrangers ou s'il est adopté ou recueilli en France. Le mineur de 13 ans peut demander à commencer un parcours d'insertion professionnelle avec l'accord de ses parents ou de son tuteur.
À 14 ans, les mineurs ont le droit de travailler pendant les vacances scolaires. Ils peuvent passer le brevet de sécurité routière pour circuler en cyclomoteur. Toujours si les parents sont d'accord, et dès l'âge de 15 ans, un mineur peut découvrir un métier par l'alternance et même voyager en avion, cette fois sur des vols internationaux. Les droits d'un mineur en France sont encore plus nombreux dès l'âge de 16 ans. Il peut procéder seul à son recensement citoyen, demander seul un certificat de nationalité française ou sa réintégration dans la nationalité française. Avec l'accord des parents ou du tuteur, il peut participer à la création d'une association, effectuer un service civique, diriger une maison de lycéens, être pompier volontaire et préparer l'examen du permis de conduire. Dès 16 ans, un citoyen français peut quitter l'école et entamer une vie professionnelle selon certaines règles s'appliquant aux mineurs comme les horaires ou la rémunération. Enfin, un an avant la majorité des 18 ans, un mineur peut, dès l'âge de 17 ans et avec l'accord parental, préparer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, le BAFA, pour travailler notamment dans des centres aérés. Il peut aussi partir à l'étranger pour faire ce qu'on appelle le travail au pair. Il est accueilli et hébergé dans une famille, en échange de services comme la garde des enfants par exemple. Travailler au pair permet de découvrir un pays et pratiquer sa langue. Beaucoup d'autres droits accessibles aux mineurs existent en France. Ils peuvent être consultés sur le site internet du ministère de la Justice et des Libertés. Nermine Raguet pour l'atelier Média. Les citoyens n'ont aucun rôle obligatoire à jouer si ce n'est de respecter la loi. Mais un citoyen peut choisir de participer à la vie politique de son pays en votant, mais aussi en devenant un élu après des élections locales ou nationales. Comment un citoyen peut-il s'engager dans la vie politique française ? Réponse de Stella Badin et Farah Benyaya. Avoir la majorité électorale, jouir de ses droits civiques, être un membre d'un parti politique, les différents aspects de la citoyenneté sont nombreux dans la vie politique. Mais les jeunes citoyens que nous sommes, connaissent-ils vraiment l'engagement possible d'un citoyen ? Élément de réponse grâce à un sondage organisé au lycée Edmond Rostand à Marseille. Nous avons interrogé 20 élèves d'une classe de première bac professionnelle. Première question, à partir de quel âge un citoyen peut-il voter ? 100% ont répondu 18 ans et c'est la bonne réponse. Rappelons que chaque citoyen majeur peut voter à condition évidemment d'être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie dès l'âge de 18 ans. Question plus difficile concernant les droits civiques. Nous avons demandé à ces lycéens en quoi consistaient les droits civiques. Seulement 35% ont été capables de les définir. Rappelons que les droits civiques désignent les protections et privilèges des libertés fondamentales accordées à tous les citoyens par la loi contre toutes les discriminations. Le droit de vote est un des droits civiques. Enfin, nous avons interrogé les 20 lycéens sur une des conditions pour être élus de la République. À la question « Doit-on absolument être membre d'un parti politique pour être élu ?», seulement 40% des lycéens ont donné la bonne réponse. Il n'est pas obligatoire d'être membre d'un parti politique pour être élu de la République, mais attention, il est très difficile de se présenter et d'espérer être élu aux élections nationales sans représenter et sans être soutenu par un parti politique. Pour être candidat à une élection, il faut remplir certaines conditions comme être de nationalité française, disposer du droit de vote et faire preuve de dignité morale. Enfin, il faut être majeur, sauf pour les élections sénatoriales qui imposent l'âge de 24 ans à tous les futurs élus sénateurs. Nous remercions évidemment la classe de première bac pro professionnelle au lycée Edmond Rostand à Marseille pour sa participation à ce sondage. Stella Badin et Farah Benyaya pour l'atelier Média. En France, il y aurait aujourd'hui plus d'1 million d'associations. Elles fonctionnent toutes grâce à la volonté et à l'investissement des citoyens bénévoles. Qu'elles soient sportives, culturelles, sociales ou humanitaires, en quoi consiste concrètement une association ? Comment fonctionne une association ? Réponse d'Emma Perecci. Une association est une forme de contrat passé entre plusieurs personnes qui décident de mettre en commun des idées, des connaissances et un objectif pour réaliser un projet d'activité collectif dans un but autre que le partage de bénéfices financiers. Ces personnes créent alors ce que l'on appelle une association, dont l'activité peut être par exemple la pratique et la compétition d'un sport, l'aide aux plus démunis, l'animation d'un quartier, des actions pour protéger l'environnement ou bien encore des projets de développement pour construire des écoles en Afrique. L'activité de l'association est à but non lucratif comme le fixe la loi de 1901 sur laquelle les associations reposent. Cela signifie qu'il ne peut y avoir aucun enrichissement directement ou indirectement de l'un de ses membres. L'association est dirigée par un président, un trésorier et un secrétaire, tous les trois élus pour une durée déterminée et bénévoles comme l'ensemble des participants à l'association que l'on appelle les adhérents bénévoles. Les élus comme les adhérents ne perçoivent donc aucun salaire et s'occupent de l'association en parallèle de leur vie professionnelle. Les règles et le fonctionnement de l'association sont définis par différents textes que l'on appelle les statuts de l'association. Le but de l'engagement associatif, c'est de faire un acte positif d'engagement pour la vie en société
par le sport ou par la culture. Cependant, l'engagement associatif peut être plus citoyen si l'on vise une cause ou les plus démunis, en France ou ailleurs. Il existe beaucoup d'associations de ce genre plus ou moins importantes comme l'UNICEF, la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur. Dans les associations, il y a beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps libre pour subvenir aux besoins d'autres personnes. Cela est gratifiant pour les bénévoles et essentiel pour les bénéficiaires de ces associations. Ces associations permettent de soulager financièrement l'État, car sans celle-ci, l'action sociale et culturelle serait moins forte. La pauvreté serait certainement encore plus grande en France sans l'intervention permanente des associations. Un bel exemple de citoyenneté, Emma Perici pour l'atelier Média. On associe souvent la citoyenneté aux adultes en oubliant que les enfants sont déjà des citoyens. Ils ont d'ailleurs des droits particuliers en France et à travers le monde. Quels sont ces droits réservés aux enfants et quelle est l'histoire de leur citoyenneté? Réponse de Sheima Merdassi. Les droits de l'enfant sont nés au XIXe siècle. L'enfant y a été reconnu comme un être fragile et influençable à protéger. La réglementation du travail, de la justice et de la scolarisation des enfants a été développée et adaptée. Le XXe siècle concentre les grandes avancées pour les droits de l'enfant. Une déclaration des droits de l'enfant dite de Genève est rédigée en 1923 par Eglantine Jebb, fondatrice de l'Union internationale de secours de l'enfant, aussi dénommée l'UICE. Cette déclaration proclame les principes de base de la protection de l'enfant. Elle devient la charte fondamentale de l'UICE adoptée en 1924 par la Société des Nations. D'autres textes compléteront le statut particulier de l'enfant, notamment face à la justice. Pour l'UNICEF, quel que soit son crime, un enfant ne doit jamais être traité comme un adulte. Un enfant délinquant est d'abord un enfant en danger. La justice se doit de le protéger. L'enfant a donc des droits spécifiques en tant que citoyen mineur. En cas de divorce, l'enfant a le droit de donner son avis, de choisir avec quels parents il souhaite vivre. Depuis juin 2004, l'enfant a le droit d'être entendu à sa demande dans toutes les procédures judiciaires le concernant. Chaque enfant doit pouvoir suivre un enseignement à l'école tout en ayant un handicap. Un mineur ne peut pas travailler sauf s'il est apprenti et qu'il est âgé de 14 ans. Si les citoyens mineurs sont plus protégés par la loi en France et dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas partout. Ce chiffre insoutenable issu du rapport de l'UNICEF nous le rappelle. En 2012, plus de 6 millions d'enfants de moins de 5 ans seraient morts dans le monde. La plupart de causes évitables en violation de leur droit fondamental à vivre et à grandir. Sheima Merdassi pour l'atelier Média. Droit du sol, droit du sang, naturalisation et asile politique. Les moyens de devenir citoyen français sont parfois complexes à comprendre. Comment devient-on français? C'est la question à laquelle répond Marine Lefebvre. Pour devenir un citoyen français, il faut répondre à plusieurs conditions. Pour un enfant né en France avec des parents nés à l'étranger, l'enfant devient automatiquement français au plus tard à sa majorité. S'il a résidé en France au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans, il peut devenir français avant 18 ans. S'il en fait la demande entre 13 et 18 ans, c'est le droit du sol. Le droit du sang consiste à ce que tous les enfants nés en France ou pas puissent avoir la nationalité française si au moins un de leurs parents l'est. Un étranger marié à un conjoint français depuis 4 ans, justifiant d'une communauté de vie, peut demander à avoir la nationalité française. Chaque étranger demandeur de la nationalité française doit avoir un niveau de connaissance suffisante de la langue française. Il ne doit pas avoir subi de condamnation pénale pour crime ou délit qui porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Aucun acte de terrorisme, aucune peine de condamnation de 6 mois sans sursis. On peut devenir citoyen français par naturalisation. Elle permet à un étranger majeur qui réside habituellement sur le sol français depuis au moins 5 ans de demander la nationalité française. La décision est prise par l'administration qui peut refuser la naturalisation même si les conditions sont requises. La durée de résidence peut être réduite à 2 ans si le demandeur a accompli avec succès 2 ans d'études dans un établissement d'enseignement supérieur français ou s'il a rendu des services importants à la France. Enfin, on accorde parfois la nationalité française à des réfugiés. Un exode lié à des guerres peut conduire des personnes à demander le statut de réfugié. C'est le cas notamment en raison de la guerre en Syrie. Un réfugié est une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans laquelle elle réside habituellement. Celle-ci craint d'être persécutée à cause de ses origines, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Le réfugié ne peut pas retourner dans son pays, sa sécurité n'étant plus garantie.
Les personnes essayant d'obtenir le statut de réfugié sont appelées les demandeurs d'asile. Le fait d'accueillir de telles personnes est appelé asile politique. Les demandes d'asile faites dans les pays industrialisés se fondent le plus souvent sur des critères et des motifs politiques et religieux. Les demandeurs d'asile ont des droits reconnus par le droit international. C'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, qui défend les droits et la sécurité des réfugiés. Selon le HCR, en raison de la guerre en Syrie, le chiffre de réfugiés et de déplacés rien que pour l'année 2015 serait de 60 millions de personnes, l'équivalent pratiquement de la population française. Marine Lefebvre pour l'atelier Médias. La vie n'est pas la même pour tous les citoyens. Certains sont plus touchés par la pauvreté. Mais qu'appelle-t-on exactement la pauvreté? Qui est le plus touché par la pauvreté en France? Réponse avec Yasmine El Aldel et Naïfat M. Saïdji. La pauvreté est définie par la condition d'une personne qui manque de ressources financières et de moyens matériels pour vivre une vie décente. En 2015, les citoyens qui gagnaient moins de 987 € par mois étaient considérés comme en situation de pauvreté. Ce montant est calculé par rapport au niveau de vie de la population. Selon l'Observatoire des inégalités, il y aurait entre 4,9 et 8,5 millions de personnes pauvres en France, selon les revenus de référence pris en compte. Cela représente entre 8 et 14% de la population française, toujours selon les critères retenus. Entre 2004 et 2013, le nombre de citoyens touchés par la pauvreté a augmenté d'1 million en raison de la progression du chômage. Quelles catégories de citoyens français sont les plus touchés par la pauvreté? En 2012, le taux de pauvreté représentait 37% chez les demandeurs d'emploi et 36% chez les familles monoparentales. Toujours en 2012, la pauvreté concernait plus de 19% chez les jeunes, mais aussi chez les étudiants. Les retraités n'étaient touchés que pour 8% d'entre eux. Les facteurs de pauvreté sont connus. Le chômage et la précarité demeurent deux facteurs essentiels qui peuvent conduire à une situation de pauvreté. Mais ce ne sont pas les seuls. Une étude publiée par la Fondation de France en 2011 montrait que l'isolement conduisait à la précarité. Cela signifie qu'il ne faut pas envisager la pauvreté uniquement sur le plan financier. L'absence de lien social et de logement décent compte aussi dans les facteurs de pauvreté. Bien que salariés, certains citoyens sont en situation de pauvreté. Ils occupent des postes pas ou peu qualifiés, souvent à temps partiel et avec une rémunération faible. Ce type de poste peut être qualifié d'emploi précaire et facteur de pauvreté avec les conséquences que l'on connaît pour faire face aux frais de logement, de nourriture, de santé, de transport, d'habillement et de loisirs. Même si des associations comme les Restos du Cœur sont indispensables pour aider les personnes en situation de pauvreté, la relance du marché de l'emploi est un élément déterminant dans la lutte contre la pauvreté en France et dans le monde. Yasmine El Aldel et Naïfat M. Saïdji pour l'atelier Média. À la fin de ces études, il est parfois difficile de se lancer directement dans la vie active. Certains jeunes citoyens développent leur expérience en s'engageant dans un service civique. En quoi consiste un service civique? Est-ce un stage, du bénévolat ou un emploi? Réponse avec Darayana Melo Lima. Le service civique est un dispositif français d'encouragement et de soutien à l'engagement citoyen. Il a pour ambition d'offrir aux jeunes l'opportunité non seulement de s'engager, mais aussi d'interagir avec la société. Le service civique concerne les citoyens âgés de 18 à 28 ans. Le but est d'encadrer les jeunes dans les services sociaux et civiques ou dans les associations pour une période de 6 mois renouvelable. Il a aussi pour objectif de renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et participe également à la lutte contre le décrochage scolaire. Le service civique représente également la possibilité de vivre une expérience formatrice en proposant différents choix dans des domaines très divers. Ce dispositif propose 9 domaines prioritaires: éducation, solidarité, santé, culture et loisirs, environnement, développement international et humanitaire, mémoire et citoyenneté, sport ou intervention d'urgence en cas de crise. L'engagement en service civique est un statut particulier qui se distingue de l'emploi, du stage ou du bénévolat, car le volontariat n'est pas régi par le Code du travail. Le service civique n'est donc pas un contrat de travail. Une indemnité est versée par l'État à chaque jeune en service civique. Son montant est de 467 € par mois, quelle que soit la durée hebdomadaire de présence.
Une bourse mensuelle de 106 € peut être versée selon certaines conditions. Si le service civique n'est pas un emploi, il permet tout de même d'acquérir une expérience humaine et professionnelle. Il est conseillé de le faire apparaître sur son curriculum vitae lors d'une recherche d'emploi. D'après Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, plus de 45 000 jeunes ont été accueillis en service civique entre 2010 et 2015. En 2015, le service civique a été étendu à toute l'Europe pour tout jeune jusqu'à l'âge de 30 ans, ainsi qu'aux jeunes avec un handicap. En janvier 2016, François Hollande a annoncé un nouveau développement pour le service civique d'ici 3 ans avec un dispositif, La France s'engage. Ce projet a pour objectif de permettre à près de 350 000 jeunes par an de s'engager volontairement dans une action citoyenne. Dara Lima pour l'Atelier Média. En décembre 2015 a eu lieu en France la COP21, la conférence mondiale encadrée par l'ONU pour lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences. Nous avons voulu savoir en quoi consiste la lutte contre le réchauffement climatique et comment chaque citoyen peut-il participer. Réponse avec Karina Dasco. La température sur la Terre aurait augmenté de 1 degré de 1901 à 2012 selon le site notreplanet.info. Cela paraît peu à l'échelle humaine, mais cela est énorme à l'échelle du climat. Cela perturbe gravement le fonctionnement naturel du climat avec les conséquences que l'on sait sur notre environnement naturel et urbain. Le changement climatique accentue encore plus la fracture sociale et économique entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres. Dans certains pays, les dégâts sont très visibles. En Australie, les buissons prennent feu durant les périodes les plus chaudes de l'été et provoquent d'énormes incendies détruisant forêts, entreprises et maisons. Au Bangladesh, une grande partie du pays a régulièrement les pieds dans l'eau. Les conséquences sont dramatiques. À chaque fois, les habitants repartent de zéro. Leurs records de risque sont perdus, les terres inondées sont inutilisables, les maisons sont inhabitables et les nouveaux investissements sont impossibles. Les pays situés à proximité des océans sont concernés par la montée des eaux. Les experts ont des projections différentes. Pour certains d'entre eux, le niveau des océans augmenterait de 1 à 3 mètres d'ici 2100. Le réchauffement climatique est dû aux gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère par les activités humaines que l'on pratique chaque jour. La consommation de ce que l'on appelle les énergies fossiles est la plus incriminée. Cela concerne les carburants des véhicules, les sources de chauffage de l'habitat et l'activité industrielle. Beaucoup d'experts travaillent sur des solutions alternatives avec d'autres sources d'énergie. Des solutions existent déjà sans être suffisamment développées pour remplacer les énergies fossiles. C'est le cas de l'énergie éolienne produite par le vent ou de l'énergie solaire par le soleil. Les principaux dirigeants du monde entier présents à la COP21, la conférence mondiale sur le climat en décembre 2015 à Paris, ont réussi à trouver un accord. Ils ont décidé de tout faire sur le plan politique, économique et industriel, notamment pour maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés Celsius. En attendant, chaque citoyen peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique avec des petits gestes à adopter, comme par exemple éteindre la lumière en quittant une pièce, ne pas mettre ses appareils en veille car ils continuent à consommer, limiter l'utilisation de la climatisation, prendre plutôt des douches que des bains, sécher son linge à l'air libre et non dans un sèche-linge électrique. Privilégier les produits étiquetés écolabels qui respectent l'environnement. Éviter de prendre la voiture sur des trajets courts. Pratiquer le covoiturage. Ces gestes sont évidemment connus par tous les citoyens, mais comme l'affirmait le slogan il y a quelques années, il n'y a pas de petits gestes pour l'environnement quand on est 60 millions à le faire. Karina Dasco pour l'Atelier Média. Les citoyens communiquent beaucoup par Internet, notamment pour les plus jeunes. Des millions de citoyens français échangent informations, points de vue, photos et vidéos, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les sites commerciaux. Mais Internet est-il vraiment sans risque ? Quels sont ces dangers possibles d'Internet pour le citoyen ? Réponse de Hadija Jaï. Internet a considérablement modifié nos modes de communication et d'échange aussi bien au niveau personnel que professionnel. Les nouveaux supports tels que les téléphones mobiles et les tablettes nous offrent de nouveaux espaces d'expression, de découverte et de dialogue inconnus par les générations précédentes.
Mais qu'en est-il du droit et du devoir du citoyen face aux nouvelles technologies de communication sans frontières et donc sans limites? Si la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 accorde de fait à chacun la liberté de penser et la liberté d'expression, elle ne doit pas porter atteinte à autrui et à l'autorité publique. Il en est de même sur le web. L'utilisation d'Internet nécessite de la prudence à la fois pour soi et pour les autres. Il peut être risqué de communiquer des éléments personnels tels que ses coordonnées, ses références bancaires ou même sa photo sur des sites malveillants. Il peut être aussi dangereux de communiquer sans savoir qui est de l'autre côté du clavier et quelles sont ses réelles intentions. Les conséquences peuvent relever de la fraude, de l'atteinte à la vie privée, de l'usurpation d'identité et plus grave encore, de la cybercriminalité. Les mineurs et les personnes influençables sont particulièrement concernés. Rappelons que la loi punit l'utilisation frauduleuse de l'image d'une personne sans son accord préalable, mais aussi les propos insultants ou diffamatoires diffusés sur un site, sur un blog ou sur les réseaux sociaux. Le web n'échappe donc pas à la loi et aux tribunaux. Dans une moindre mesure, vos habitudes de consultation sur le web sont scrutées et interprétées du point de vue marketing en cookies, des pastilles publicitaires collant parfaitement à votre profil et à vos goûts afin de déclencher des actes d'achat. Pour éviter cela, bloquez les cookies. Malgré tous ces risques, Internet constitue un nouvel outil pour faire vivre la citoyenneté à condition que le droit et le devoir continuent à s'appliquer comme dans la vraie vie d'un citoyen. Adidja Djaé pour l'Atelier Média. Nous avons voulu savoir comment on pouvait apprendre la citoyenneté aux plus jeunes et qui devait le faire. Est-ce le rôle de l'école d'éduquer les enfants à la citoyenneté et par quelle méthode? Réponse de Léa Mesnij et Raoudachi Madjiri. D'après le site Office central de la coopération à l'école, la citoyenneté se joue d'abord et avant tout à l'école. Elle joue un rôle important dans l'éducation à la citoyenneté. Une de ses missions est de préparer les jeunes à participer le mieux possible à la vie démocratique en assumant leurs droits et leurs devoirs de citoyens et en les préparant au vivre ensemble. L'école doit développer le principe de la participation réelle des élèves, par exemple en organisant le conseil d'école des enfants. C'est un moment éducatif à part au cours duquel les enfants deviennent acteurs au sein de leur école en faisant des propositions concrètes sur le fonctionnement de la classe. D'après le site cafépédagogique.net, il est intéressant aussi d'introduire un peu plus d'éducation civique et de formation citoyenne. Ainsi, les enfants peuvent s'impliquer dans la vie de l'établissement scolaire ou du quartier de l'école. D'après le site citoyendedemain.net, les dessins et les jeux sont de bonnes méthodes pour apprendre la citoyenneté aux enfants. Par exemple, un jeu interactif peut faire réfléchir les enfants à différents thèmes liés à la vie en société. À travers des questions, des photos, des images et des vidéos, l'école doit développer davantage des pratiques sur la réflexion du langage qui donnent aux élèves le pouvoir de penser et de réfléchir par eux-mêmes. Langage, savoir, identité et citoyenneté sont des concepts que l'école doit apprendre davantage aux élèves. Mais l'école ne peut y arriver seule selon le site de l'Observatoire des territoires numériques. La famille et notamment les parents ont un rôle aussi important dans l'apprentissage de la citoyenneté aux enfants, les citoyens actifs de demain. Léa Mesnij et Raoudachi Madjiri pour l'Atelier Média. C'est la fin de cette émission de Web Radio préparée par les élèves seconde gestion administration du lycée Edmond Rostand à Marseille. Cette émission a été réalisée entre mars et mai 2016 avec l'équipe de l'Atelier Média. Merci de votre écoute.